Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pia et tu écoutes Utopia le podcast. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le 4e épisode du podcast Utopia et on va parler d'un de mes sujets préférés, la santé mentale. Comme tu le sais, si tu as déjà écouté les autres épisodes du podcast, si tu l'as pas fait, je t'invite à le faire. On va aujourd'hui s'axer sur mon enfance. Quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très ouvert aux autres, très extraverti. J'avais beaucoup d'amis. J'étais extrêmement souriante, etc. J'ai eu une enfance très heureuse et j'ai jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que je suis née avec une santé mentale un peu plus fragile que la moyenne et que j'ai toujours été extrêmement sensible. J'ai appris quelques années plus tard que j'étais hypersensible, mais du coup j'en reparlerai dans un autre épisode. Et même si je dégageais beaucoup d'assurance, en réalité j'avais absolument pas confiance en moi. Alors c'est bizarre de dire ça à un si jeune âge, mais je savais déjà que j'avais pas confiance en moi et je savais pas pourquoi j'étais là. C'est très dur à dire, mais c'est vrai. J'étais une personne, enfin je le suis toujours, qui réfléchit énormément. Et quand venait le soir et que je me retrouvais seule avec moi-même, je me retrouvais seule avec mes démons. Et quand on est jeune, vraiment jeune, quand on est un enfant, avoir des démons, c'est pas très fun. Je me suis toujours posé des questions existentielles. Donc à 7 ans, c'est quand même étrange. Et la nuit, j'avais du mal à mettre mon cerveau sur pause. Et c'est pour ça que du coup, j'étais autant entourée. C'est parce que être entourée, ça me permettait de pas donner la place à mes pensées qui étaient surtout négatives, voire très négatives. Je pensais que tous les malheurs du monde étaient de ma faute. C'est très grave de penser ça aussi jeune. J'adorais le foot, enfin j'adore toujours, mais voilà. J'ai commencé à avoir une passion pour le foot, et du coup pour le PSG, et pour moi, quand le PSG perdait ses matchs, c'était de ma faute. Je rigole quand j'en parle parce que ça n'a ni queue ni tête de 7, 8, 9, 10 ans penser de telles choses. C'est invraisemblable. Donc voilà, j'étais quelqu'un de très 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 pessimiste et je l'ai vraiment toujours été, enfin pendant très 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 longtemps. C'est jusqu'à ce que je découvre la loi de l'attraction, le développement personnel, etc. que j'ai commencé à faire un travail sur moi, parce qu'en fait, en bout d'un moment, c'est plus possible. Et c'est du coup, durant cette période, que du coup, j'ai commencé à intérioriser toutes mes émotions, parce que pour moi, mes questionnements et tous ces démons, j'étais pas légitime d'en parler, etc. Et pour moi, mon rôle à moi sur cette planète, c'était d'encaisser, de me tenir responsable de tous les malheurs du monde. Et donc, je pensais que c'était du coup normal de vivre avec ça. Du coup, j'ai pas du tout extériorisé. Et du coup, je me suis extrêmement renfermée. Et du coup, ça a eu un impact sur mon développement, parce que ne pas exprimer ses émotions, c'est pas bien du tout. Et c'est surtout que je ne comprenais pas ces sentiments, puisque j'avais l'impression que si j'extériorisais ces sentiments, on allait me prendre pour une folle, et que je devais pas parler de ces sentiments, tout simplement parce que personne ne me comprendrait, et que ça me rendrait plus malheureuse qu'autre chose de pas me sentir comprise. Donc j'étais pas malheureuse, loin de là, etc. Mais je m'empêchais de ressentir, et surtout je me donnais un rôle en société qui reflétait pas du tout mes tourments que j'avais, enfin tout ce qui se passait dans ma tête. J'ai toujours eu 1 million d'idées à la seconde, de pensées, de questions. Vraiment, mon cerveau ne s'est jamais arrêté, n'était absolument pas en répit, mais ça faisait une balance
parce que voilà, j'étais extrêmement entourée, donc ça compensait beaucoup. Et j'ai toujours eu ce petit démon à côté de moi, etc. Et j'ai toujours eu des moments de recul dans ma vie quotidienne à me dire pourquoi je joue ce rôle, est-ce que en fait je vais être acceptée dans ma vie avec mes démons, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans mon entourage, j'ai toujours eu une personne avec qui je me sentais bien. Quand elle était avec moi, je sentais que je pouvais être moi-même, j'étais apaisée, etc. Cette personne, c'est mon cousin, un de mes nombreux cousins, qui est né 21 heures après moi. Et fondamentalement, c'est vraiment comme mon frère jumeau. Sauf qu'évidemment, il ne vivait pas dans la même ville que moi, même loin de là. Et du coup, j'ai toujours ressenti cette solitude profonde de pas me sentir comprise et d'être comprise que par une personne que je ne pouvais pas fréquenter quotidiennement. Sauf que je me sentais pas comprise, mais en même temps, je ne communiquais pas sur ce que je ressentais, sur mes questionnements, etc. Forcément, je ne pouvais pas être comprise, puisque bon, déjà, je me comprenais pas moi-même. Je me disais qu'il y avait un gros souci avec moi, alors qu'en final, tout allait bien. Finalement, tout allait bien. Et la principale source d'inquiétude, au final, c'était les possibilités. Je me suis toujours fait un monde d'éventualités. Toutes ces éventualités étaient négatives. Et en fait, au final, avec le recul, je me rends compte que c'était l'anxiété. Tout simplement, c'était l'anxiété. J'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, etc. Mais quand j'étais petite, je savais pas ce qu'était l'anxiété. 2, je ne comprenais pas ce que c'était. Je savais que c'était un peu bizarre, mais je savais pas que c'était normal. C'était un sentiment tout à fait légitime. Et surtout, je ne savais pas d'où ça venait. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que quand on est une petite fille qui se construit, qui grandit tout simplement, qui a 1 million de questions existentielles, et qui a la question du coup la plus existentielle de pourquoi je suis comme je suis, et qu'elle n'a pas de réponse, c'est très dur à vivre parce que quand on se construit, on ne sait pas comment expliquer les choses, on ne sait pas comment communiquer, on ne sait pas ce que les autres personnes peuvent ressentir. Et du coup, je pense que c'est de là que vient mon sentiment de solitude extrême, c'est que je me suis toujours demandé est-ce que les autres personnes se sentent comme je me sens moi, et est-ce que c'est normal de se sentir comme je me sens moi. Avec le temps, j'en parlerai dans mes prochains épisodes, mais mon anxiété s'est beaucoup plus exprimée, verbalisée, montrée tout simplement. Donc c'était un peu plus évident que c'était de l'anxiété, mais quand j'étais jeune, c'est vraiment que j'avais un tel masque que en fait personne pouvait penser que j'allais pas bien, parce que tout ce que je montrais, c'était quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui sourit tout le temps, etc. Et j'avais du coup évidemment cette forme d'inconscience et d'insouciance de l'ampleur et de l'importance de ces sentiments. Et donc j'ai tout simplement refoulé ces sentiments, la partie de mon enfance, parce que tout simplement c'était plus facile. Et cette anxiété, du coup, qui était liée à toutes les peurs que j'avais, les peurs inconscientes et conscientes, cette anxiété s'est manifestée dans plusieurs aspects de ma vie, surtout à l'école et dans mes relations amicales. Dès la moindre difficulté, je paniquais. Voilà, je paniquais, pas au sens propre du terme, mais disons que dès qu'il y avait quelque chose de trop difficile pour moi qui me semblait insurmontable, ou quelque chose dont je ne pensais pas être capable de faire tout simplement de manière parfaite, ou que je pensais que m'investir dans une tâche, dans une relation, etc., allait avoir des répercussions négatives, quelles qu'elles soient, je mettais un stop. Je ne faisais pas. Donc, ce
comportement un peu réactionnaire. Je l'ai eu beaucoup à l'école, surtout en CE1, quand j'ai appris qu'il fallait apprendre à calculer et que il fallait apprendre en français à conjuguer, à former des phrases, etc. Qu'il y avait une petite technique derrière, quoi, un apprentissage. J'ai tout simplement refusé d'apprendre. Donc, pour vous dire, j'ai failli redoubler toutes mes années d'école primaire. Voilà un petit aveu, parce qu'en fait, je ne voulais pas travailler. Et dès que je faisais mes devoirs ou dès qu'il y avait un exercice un peu trop compliqué, en fait, j'avais la flemme, je le faisais pas. Ça me fait rire avec du recul parce que finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Mais je me rends compte que c'est quand même assez bizarre d'avoir un tel comportement à un si jeune âge. Et concernant mes relations, surtout mes amitiés, parce que comme je vous ai dit, j'étais extrêmement entourée, j'avais énormément d'amis, c'était très toxique dans un sens, je sais pas, faut prendre ce mot avec des pincettes, mais toxique dans le sens où moi, dans mon comportement avec moi-même, j'étais extrêmement toxique parce que j'étais du genre à tout donner aux gens que j'aimais, quitte à m'oublier, par peur d'être abandonnée. Pour moi, de toute façon, quoi qu'il arrivait, mes amis allaient m'abandonner, j'allais me retrouver seule, etc. Vous allez me dire, Pia, c'est complètement infondé. Pourquoi, si jeune, tu pensais déjà à ça, à l'abandon, etc. Déjà parce que j'ai ressenti ma relation avec mon père comme un abandon, que je sais que père a aussi une blessure de l'abandon, et c'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Donc, les blessures de l'âme, elles se transmettent en général de génération en génération, et les schémas se reproduisent. Donc vraiment, la peur de l'abandon, c'est moi, ma blessure de l'âme qui est la plus présente, et je l'ai compris très tôt. Surtout que quand j'étais en maternelle, je me suis fait un groupe d'amis. J'avais 3 meilleurs amis, et quand je suis arrivée en primaire, 2 de ces meilleurs amis ont déménagé. Et du coup, je me sentais extrêmement seule. Je pense que c'est vraiment à cette période-là que j'ai commencé à vraiment me sentir extrêmement seule, et où la blessure d'abandon a pris l'importance qu'elle a actuellement dans ma vie, parce qu'en fait, finalement, je me sentais abandonnée. Je ne dis pas qu'ils m'ont abandonnée, parce que de toute façon, ils avaient le même âge que moi. C'est la vie, tout simplement. C'est leurs parents qui ont décidé de déménager, parce que, en fait, j'ai même pas à dire parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais je sais que je l'ai extrêmement mal vécu. Et en CP et en CE1, je pense que c'était plus CE1 que CP, mais je me sentais extrêmement seule. J'étais tout le temps seule dans la cour, etc. Je me sentais extrêmement seule. Je me sentais tellement seule qu'il faut que je vous fasse une révélation. C'est que je détestais la cour de récréation, alors que pendant toute ma scolarité, c'était le meilleur moment de la journée, parce que j'étais avec mes potes. Mais là, en fait, j'avais pas de potes. Voilà, c'est triste à dire, mais en fait, tous mes amis n'étaient plus là, en fait. Et les amis que je m'étais faites quand j'avais 3 ans, ils étaient plus avec moi. Donc, je savais pas comment faire, en fait. Parce que, le seul des 3 meilleurs amis qui me restaient, lui, il arrivait à se faire des potes, en fait. Il avait juste des potes, il était dans mon école, etc. Mais il avait des potes. Moi, j'étais là, en fait, comment on se fait des potes? Parce que j'avais, du coup, cette meilleure amie qui était avec moi au CP, et au CP, on était tout le temps collés, et finalement, c'est un peu comme de la dépendance, finalement. Je dépendais d'elle, de ce binôme, et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Je me rappelle encore du jour où elle a déménagé avec sa famille, et des larmes qui ont coulé pendant des jours après ce départ, parce que c'est du coup la seule qui a vraiment déménagé loin, puisqu'elle a déménagé dans le sud de la France. J'habite en région parisienne. Après, je la voyais quand même pendant les vacances, etc., parce que nos parents sont restés amis pendant quelques années. Mais de manière quotidienne, j'étais plus avec elle. Et du coup, pendant une certaine période, je ne voulais pas aller en cours de récréation, sauf qu'en fait, j'étais obligée d'aller à la récré. Du coup, ce que je faisais, c'est que, j'ai honte d'avouer ça, mais je voulais absolument
aller à l'infirmerie. C'est-à-dire que je voulais être seule et je voulais pas voir les gens s'amuser autour de moi. Du coup, ce que je faisais, c'est que je me tapais la tête contre les murs pour faire semblant d'avoir mal à la tête. Et après, je me plains d'être migraineuse. Mais voilà. Et je pense que c'était aussi un moyen indirect de vouloir être le centre de l'attention et de montrer mon mal-être. Ce qui est un peu triste, ma foi. Mais voilà, disons que c'était un peu délicat comme période. Vous inquiétez pas. Après, j'ai réussi à me faire des amis et j'ai une de mes meilleures amies que je me suis faite pendant cette période-là, CE2. En CE2, je me suis faite une très bonne amie qui est aujourd'hui ma meilleure amie depuis ce jour. Et j'ai réussi à m'intégrer, etc. Mais c'est vrai que j'avais très peu de, entre guillemets, réels amis, parce que pour moi, c'était très dur d'être moi-même et de m'exprimer et de pas refouler mes émotions. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'amitiés où, pendant un certain laps de temps, j'étais dévouée à la personne. J'étais tout le temps avec la personne. Et ça s'arrêtait. Voilà, ça s'arrêtait d'un coup, brutalement, etc. CE2, CM1, CM2, j'ai une très 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 bonne amie à moi, avec qui je suis encore en contact, plus ou moins en contact. J'étais chemise avec elle, bah devinez quoi, elle a déménagé. Voilà, elle a déménagé, je crois que c'était en CM2, elle a déménagé. Et là, je pense que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, donc ça devait être aux alentours de CM2. Et je me rappelle encore des larmes qui ont coulé le jour où elle m'a dit qu'elle allait déménager. Et ma mère me voyait pleurer le soir pendant... Je pense que j'ai vraiment pleuré pendant au moins une semaine. Vraiment, j'ai pleuré pendant une semaine et je me suis dit... Bah, la même chose que ce que je me suis dit quand mon autre ami a déménagé. Qu'est-ce que je vais devenir ? Comme si ma vie dépendait d'une seule personne. Enfin, autre que moi-même, d'ailleurs. Avec du recul, je suis un peu là, mais ça va ou quoi ? En l'occurrence, ça allait pas. Et ma mère ne comprenait pas pourquoi j'étais si attachée aux personnes et que me détacher de certaines personnes, c'était... comme me détacher de moi-même, quoi. C'est vraiment là où ma santé mentale a commencé à en prendre cher. Bon, après, vous me direz, quand t'as 3 ans, ta santé mentale, si elle va pas bien, c'est un peu bizarre. Mais c'est là c'est vraiment en CM2 que j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal, tout simplement. Et que, oui, c'était tout simplement pas normal de se mettre dans des états comme ça pour quelqu'un, et pour quelqu'un qui ne t'a pas fait de mal ou qui t'a pas manqué de respect, etc. C'était vraiment juste la vie. Et bah juste, j'avais du mal à accepter que la vie décide de certaines choses. Voilà, je voulais absolument contrôler et je voulais absolument que tout ce qu'il y a dans ma vie soit éternel. C'est un peu compliqué. Je me rends compte, parce que là, je parle sans script et je débite, et je me rends compte des termes que j'emploie et de ce que je dis, et je me rends compte que c'est quand même assez triste, finalement, d'un si jeune âge, se mettre autant de pression et se responsabilité de tout et rien, parce que, évidemment, quand mes amis ont déménagé, je me prenais pour responsable, hein. Comme quand le PSG il perdait, je pensais que c'était de ma faute. Mais pas du tout, ma chérie. Enfin, pas du tout. Et ça, je veux en venir aussi à, du coup, un problème que j'ai encore aujourd'hui, c'est la peur de pas être assez bien. Comme si tout le monde et toutes les situations attendaient quelque chose de moi et surtout attendaient que je sois parfaite en toutes circonstances. J'ai toujours été très 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 dure avec moi-même et c'est pas sain en fait, c'est tout simplement pas sain parce que personne te demande rien. En réalité, personne te demande d'être parfaite ou parfait d'ailleurs. On te demande juste d'être toi et d'être le plus heureux possible. Et en réalité, pour moi, mais pendant mon enfance,
la seule option, c'était être parfaite et je pensais que mon entourage proche voulait que je sois parfaite, que je sois l'idéal. Pas du tout. Ils ont toujours voulu que je sois heureuse. Et pour moi, le bonheur, c'était être parfaite. Jusqu'à ce que ma santé mentale en prenne un coup et que je me retrouve 6 pieds sous terre. Ça aussi, voilà, c'est que j'ai énormément négligé ma santé mentale parce que tout simplement, je ne savais pas ce que c'était la santé mentale. Je n'avais pas conscience que la citation avoir un esprit sain dans un corps sain, ça voulait tout dire et que le cerveau, fallait en prendre autant soin que son corps et que en réalité, après ça c'est un niveau plus spirituel, etc. Mais on est avec un bagage émotionnel, on est avec des blessures d'âme comme la blessure d'abandon et que on arrive sur cette planète pour rencontrer des gens et affronter des situations, faire face à des situations qui sont là pour nous permettre de briser tous ces schémas et du coup de guérir ces blessures et de rompre le cercle vicieux des blessures de l'âme et de la mémoire transgénérationnelle. Je pense que tout ça, tous ces sujets-là, si ça vous intéresse, j'en ferai des épisodes particuliers ou du moins dans certains épisodes, j'en parlerai vraiment de manière plus approfondie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça permettra au podcast d'être bien référencé. N'hésitez pas également à me faire un retour et à suivre le podcast sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.